Donc, je vais vous parler en quelques minutes donc de ce projet qui a pour objectif appliqué très en aval de ce dont je vais vous parler ce matin, d'arriver à développer des solutions, nous l'espérons, efficaces et innovantes pour limiter les pollutions aux éléments traces métalliques, ce que je vais appeler ETM dans la suite de cet exposé, en utilisant de la biomasse vivante et notamment des micro-organismes originaux que nous cherchons donc à trouver et à caractériser. Alors c'est donc un projet qui est pleinement inscrit dans les thématiques et les objectifs du CRECICA, et notamment les objectifs d'atteindre de l'eau potable par tous et par tout temps, d'identifier ou de développer des solutions technologiques de traitement d'eau potable à petite échelle, et en particulier pour la Nouvelle-Calédonie, l'échelle de captage AEP, et in fine de limiter les impacts de ces ETM sur la santé humaine et de nos écosystèmes. Donc c'est un projet qui a été financé pour une durée de 2 années, 24 mois, et en partenariat donc avec l'IRD, l'Institut Pasteur, l'IAC, le laboratoire de chimie de coordination à Toulouse, et bien sûr l'Université de la Nouvelle-Calédonie que je représente ce matin. Alors, de quoi est parti ce projet? D'un constat qui est un constat international. L'augmentation des populations au niveau mondial et de leurs besoins, l'industrialisation, les progrès technologiques ont généré la genèse d'un certain nombre de déchets qui sont toxiques et qui sont persistants pour certains d'entre eux dans les environnements, notamment, mais pas que, les métaux. Donc ces sources de métaux anthropogéniques sont nombreuses, s'accumulent et sont caractérisées par des cycles biogéochimiques de persistance dans les écosystèmes et les environnements. En Nouvelle-Calédonie, à côté de ces origines qui existent également, on va aussi avoir des contaminations qui sont directement liées à la, à la particularité de nos écosystèmes, puisqu'on a énormément de sols qui sont naturellement riches en métaux. Et on a aussi une origine naturelle de ces contaminations multiples qui est accentuée par certains phénomènes comme les incendies, l'exploitation minière, l'agriculture aussi pour certains d'entre eux, et particulièrement visible et prégnante ces dernières années sous l'effet du phénomène de changement climatique La Nina, l'érosion, qui conduit in fine au déplacement de ces éléments de traces métalliques, je dirais pour faciliter, de la mine vers le lagon en contaminant tous les environnements et écosystèmes alentours. Et donc, ces sources d'ETM, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, qui conduisent à ces rejets d'ETM dans les environnements et les écosystèmes, conduisent à cette accumulation des éléments traces métalliques dans les eaux et dans les sols, avec parfois des dépassements possibles de limites recommandées, montrés dans un certain nombre de projets menés localement. Or, ces ETM peuvent avoir, comme illustré dans la littérature, des effets délétères sur la santé humaine in fine. Ils représentent donc un problème environnemental majeur au niveau international, et particulièrement pour la Calédonie, et une menace pour la santé des écosystèmes et des environnements. Et l'idée est qu'il est donc devenu impératif de les éliminer ou de les réduire en termes de contamination. Alors il existe des techniques déjà au point et en place pour limiter ces contaminations et dépolluer les écosystèmes à partir des environnements, des techniques qui sont ici citées et que je ne vais pas détailler, mais qui globalement restent toujours coûteuses, non permanentes, pas toujours adaptées aux concentrations très faibles des ETM et qui génèrent des déchets secondaires. Et la communauté scientifique internationale considère pour cette raison-là qu'il est toujours d'actualité importante de trouver des remèdes ou des solutions nouvelles, alternatives pour ces problèmes de contamination. Alors ces solutions alternatives, si possible, elles doivent être durables, respectueuses de l'environnement, applicables à des conditions locales qui sont différentes d'un environnement à un autre, respectant les limites établies, et puis qui présentent un bon rapport coût-efficacité. Et parmi elles, est considérée comme particulièrement prometteuse l'ensemble des techniques qu'on désigne sous le terme générique de bioremédiation, qui représentent donc des techniques appliquées in situ ou ex situ pour supprimer ou récupérer les éléments traces métalliques des milieux pollués, contaminés, en employant des organismes vivants. Et plus spécifiquement, parmi les organismes vivants, on peut s'intéresser aux micro-organismes dans la bioremédiation de ces éléments traces métalliques. Par exemple, les champignons, les bactéries sont des organismes qu'on peut utiliser en bioremédiation. Alors concernant plus spécifiquement les bactéries, il est établi qu'on peut trouver dans des environnements extrêmes des bactéries qui s'y sont adaptées, très largement établies dans la littérature, et ces bactéries s'adaptent en développant elles-mêmes des mécanismes de réponse à ces stress environnementaux, et ceci est vrai également pour les milieux riches en éléments traces métalliques.
Parmi les mécanismes adaptatifs qu'elles développent, eh bien, elles peuvent absorber ou bioaccumuler à l'intérieur de la cellule entière les métaux, ou encore elles peuvent produire des biomolécules, soit seules, soit sous forme de matrice, donc d'un biofilm, afin de séquestrer à l'extérieur ces métaux et les empêcher de rentrer à l'intérieur. Et donc, en raison de ces mécanismes adaptatifs, eh bien, ces micro-organismes peuvent être utilisés potentiellement en bioremédiation. L'objectif de notre projet, s'inscrivant dans ce cadre international, mais aussi néo-calédonien, est donc d'essayer de participer à la mise au point de ces techniques innovantes de dépollution aux ETM en utilisant des micro-organismes des milieux extrêmes de Nouvelle-Calédonie qui sont originaux. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Bien parce que ces micro-organismes sont naturellement présents en Nouvelle-Calédonie, donc on ne réintroduirait pas une espèce nouvelle, sont adaptés aux contraintes environnementales extrêmes et, pour certains d'entre eux, potentiellement facilement cultivables. Et donc notre hypothèse de départ était de penser que peut-être les écosystèmes néo-calédoniens pouvaient regorger d'espèces microbiologiques originales, potentiellement valorisables dans le développement de biotechnologies innovantes. Et dans le cadre particulier du projet d'Epolo, nous avons choisi de faire un focus sur l'écosystème de sols de roches ultramafiques, donc sols serpentiniques. Et donc ces substrats sont caractérisés, comme vous le savez, par une richesse en métaux et une très faible teneur en éléments nutritifs essentiels indispensables au développement des végétaux. Et pour cette raison-là, eh bien, les végétaux qui s'y développent se sont adaptés et ils sont très fortement endémiques avec, pour certains de ces écosystèmes poussant sur ces conditions-là, des taux d'endémicité moyens de 75% et pouvant atteindre quasiment 90%. Associés à ces plantes, on trouve une grande diversité de micro-organismes et donc on a à disposition un réservoir important potentiellement d'espèces métallophytes, c'est-à-dire adaptées aux métaux, en réponse à cette contrainte. Alors concernant les plantes, les réponses peuvent être variables. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails parce que mon but n'est pas dans cet exposé de m'intéresser aux plantes, mais aux micro-organismes. Simplement, c'est de là dont on est parti, donc je vous en dis quand même quelques mots. On trouve pour ces espèces de plantes des comportements différents en réponse aux métaux. Ici, sur cette diapositive en bleu, le métal. Et soit globalement, les plantes peuvent, pour certaines d'entre elles, les exclure, ce qui veut dire que peut-être il se passe un processus d'exclusion au niveau racinaire pour les métaux. Et pour certaines d'entre elles, ayant un comportement totalement opposé, elles peuvent au contraire extraire le métal du sol et l'envoyer dans leur partie aérienne à des concentrations extrêmement élevées. Et on parle alors d'espèces hyperaccumulatrices de métaux, ces concentrations stockées étant en principe tout à fait nocives et défavorables à la vie. Et donc, dans les deux cas, on a des processus adaptatifs tout à fait singuliers. Et donc, dans le reste de cet exposé, j'appellerai l'hyperaccumulation HA de métal, et en l'occurrence pour ce matin principalement de nickel, et Na, la non-accumulation de métal. Et donc, nous, ce qu'on fait dans notre équipe depuis un certain nombre d'années, on a commencé sur les plantes et maintenant on se translate vers les micro-organismes, on a développé une approche comparative. Donc, on compare deux espèces qui appartiennent au même genre, une espèce qui n'accumule pas le métal et une espèce qui, au contraire, l'hyperaccumule. Et on essaye de comprendre si ces plantes qui poussent sur le même environnement ont développé des associations avec des micro-organismes particuliers. Et donc, les questions scientifiques qu'on se pose sont: ces plantes sont-elles associées à des micro-organismes originaux qui permettent d'expliquer leurs différences de compartiment? Est-ce que ces micro-organismes sont différents entre ces deux types d'espèces au niveau racinaire ou au niveau aérien? Et enfin, certains de ces micro-organismes sont-ils originaux? Est-ce qu'ils produisent des molécules qui sont intéressantes en termes de chélation ou de captation des métaux? Et est-ce qu'on peut les cultiver pour en tirer des applications biotechnologiques innovantes? Et pour répondre à ces trois questions, eh bien, nous avons mis en place deux types d'approches. Pour répondre aux deux premières, pour savoir globalement qui est présent dans les différents compartiments de la plante, eh bien, nous travaillons avec des méthodes de biologie moléculaire donc, qui sont dites culture indépendantes, plus spécifiquement le métabarcoding. Et pour isoler des micro-organismes et caractériser leurs propriétés vis-à-vis des ETM, eh bien, nous travaillons avec des méthodes culture dépendantes, plutôt microbiologiques et biochimiques. Et donc, le couple d'espèces dont je vais vous parler ce matin, pour lequel nous avons des résultats, est un couple d'espèces de Psychotria qui poussent en sympatrie, par exemple, au Mont Kogi ou dans le col de Murange, nos deux sites d'études, un hyperaccumulateur, Psychotria gabriellae, versus un non-accumulateur, Psychotria semperflorens.
Et pour chacune de ces deux espèces, eh bien, nous les avons étudiées par les deux types de méthodes, culture dépendante ou indépendante, dont je vous ai parlé. Et nous avons caractérisé, avec ces deux types de méthodes, les différents compartiments de la plante, les feuilles, les fruits, pulpes et graines, les racines et le sol en interaction directe avec les racines, ainsi que le sol environnemental. Et je commence ce matin, en termes de résultats, par vous parler des quelques résultats culture indépendante. Pour l'espèce ici hyperaccumulatrice versus non accumulatrice, quand on regarde par des techniques de métagénomique ciblée quelles bactéries sont associées ou quels champignons, parce que nous on a fait un focus sur les bactéries et sur les champignons sont en association, eh bien on s'aperçoit que on observe entre l'hyperaccumulateur et le non accumulateur ici des différences de composition dans ce qu'on appelle dans notre jargon des OTU pour Operational Taxonomic Unit, ce qui veut dire un taxon bactérien spécifique. Et on observe, par exemple, 1048 taxons uniques dans l'espèce qui hyperaccumule, 1300 dans celle qui n'hyperaccumule pas, et un certain nombre qui sont en commun. La même diversité, par contre, à peu près entre les deux espèces, mais des spécificités qui semblent apparaître. Cette diversité est plus marquée pour les deux espèces, que l'on regarde ici, l'hyperaccumulatrice ou la non-accumulatrice. Donc cette différence est beaucoup plus marquée dans les compartiments souterrains, puisque c'est ici qu'on va trouver le plus de, par exemple ici dans les racines de l'espèce hyperaccumulatrice, c'est ici qu'on va trouver le plus d'OTU différentes et spécifiques pour cette espèce-là. Et même résultat, par exemple, pour l'espèce ici non accumulatrice, on va retrouver au niveau racinaire ici des OTU qui sont moins nombreux que dans l'espèce accumulatrice, mais quand même spécifiques. Et donc, bien sûr, ça sont des résultats préliminaires. Je vous en montre qu'un petit bout. Je ne vous parle pas de tous les résultats que nous avons eus, mais Julie Dijoux, qui est actuellement en doctorat dans notre équipe sur ce sujet-là, est en cours d'analyse plus fine de l'ensemble de ces résultats. Concernant maintenant les résultats que nous avons eus pour les méthodes culture dépendantes, c'est-à-dire lesquelles on est capable de cultiver, d'isoler et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et pourquoi on est obligé de faire ça? Parce qu'il est évident que si on veut en tirer des applications un jour, il faut être capable de les cultiver, ces micro-organismes. Or, ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai peut-être pas encore dit, c'est que les micro-organismes cultivables, pour l'instant, représentent en général au mieux quelques pourcents de l'ensemble des micro-organismes présents. C'est pour ça que pour avoir scientifiquement une réponse complète, on est obligé de mener les deux approches en parallèle. Donc concernant ces méthodes culture dépendantes, je vais encore une fois vous faire un focus sur les résultats pour l'une des espèces hyperaccumulatrices étudiées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cultivé en présence de concentration croissante soit de nickel seul, soit d'un mélange multimétaux, parce qu'il est fort à parier que dans l'environnement, on va plutôt trouver des mélanges de plusieurs métaux auxquels devront faire face ces bactéries. Et on a sélectionné, vous voyez, leur capacité à pousser lorsque l'on augmentait les concentrations de nickel. Ici, un exemple de résultat pour les mêmes bactéries sur 4 boîtes différentes qui poussent à 50 ppm de nickel, ici à 100, 250, pratiquement 300. Et on voit bien que toutes ne poussent pas et n'ont pas la même capacité de résistance. Donc assez rapidement, on peut sélectionner les bactéries les plus résistantes aux métaux. Et on a pu, vous voyez ici un ensemble de résultats, pour les bactéries les plus résistantes au métal, ici à 250 ppm de nickel dans l'espèce hyperaccumulatrice, on a réussi à en cultiver une centaine, parmi lesquelles quasiment une quarantaine étaient résistantes à 500 ppm de nickel et également en parallèle résistantes à un mélange multimétal. Chacune de ces bactéries, on les a caractérisées d'un point de vue description morphologique, même si ici je ne vais pas en parler, et puis on a fait de la biologie moléculaire pour déterminer au moins leur genre. Et on a pu identifier 21 genres bactériens cultivables à partir de cette espèce et identifiés comme résistantes aux métaux, et puis 6 sont toujours en cours d'identification. Ces bactéries cultivables, résistantes aux métaux, on a ensuite voulu savoir si elles étaient capables d'aider les plantes à pousser sur ces conditions tout à fait extrêmes. Et donc, pour ce faire, on teste ce qu'on appelle dans notre jargon des effets PGP, pour Plant Growth Promoting, effets promoteurs de la croissance des plantes, dont on a en laboratoire des tests biochimiques qui nous permettent de caractériser ces effets. Alors, parmi les effets PGP que nous avons testés, la solubilisation du phosphate, la fixation de l'azote, production d'oxyne ou la production de sidérophores, qui sont des petits chélatants de métaux.
Et donc, ce qu'on a vu, c'est que parmi ces bactéries résistantes multimétal, eh bien, on en trouve 6 genres bactériens qui sont capables de solubiliser le phosphate, identifiés, 3 non identifiés, 11 qui sont capables de fixer l'azote, 5 encore non identifiés, parce qu'ensuite on les identifie par biologie moléculaire. Concernant la production d'oxyne, 7 genres et 3 encore à identifier. Et enfin, 7 genres identifiés concernant la capacité à produire des sidérophores et 3 souches toujours en cours d'identification. Et donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a combiné un petit peu tous ces effets pour voir, par rapport à nos objectifs, quelles étaient les bactéries de cette espèce hyperaccumulatrice les plus intéressantes. Et en combinant les effets, bien, on a pu sélectionner des bactéries à la fois résistantes au métal, par exemple à 500 ppm de nickel, et présentant les 4 effets promoteurs de la croissance des plantes que nous avions testés, et identifier ces bactéries au niveau du genre. Vous les avez ici en photo, vous voyez qu'elles ont des morphotypes tout à fait différents. Au niveau de ces genres-là, eh bien, certains d'entre eux sont connus dans la littérature comme étant des genres qui, effectivement, présentent des effets PGP, sont capables de produire des biofilms ou, pour certains d'entre elles, des exopolysaccharides qui sont impliqués dans la résistance au métal. Et ce sont des bactéries qui présentent des résistantes importantes à certains métaux. Et donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les mécanismes adaptatifs pour nos bactéries, qu'est-ce qu'elles produisent et est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose? Et donc, par exemple, je vais pas vous montrer tous les tableaux, les tableaux d'Alizé qui est ici, qui sont un peu complexes, mais par exemple, pour ces 4 bactéries qui sont à la fois présentes, qui présentent à la fois des effets PGP et des résistances métalliques, eh bien, on teste leur capacité à produire des exopolysaccharides, qui est les métals, ou leur capacité à produire des biofilms, et on a certaines souches, vous voyez, qui commencent à être positives pour soit un des 2 tests, soit les 2, que ce soit en réponse ou non à la présence de métal dans l'environnement. Alors bien sûr, ces travaux ils sont pas terminés. Vous voyez, par exemple, on est encore en train, ici, il y a des cases en grisé, de les compléter. Et puis là, je vous montre un exemple, vous voyez, sur 4 bactéries, B5, B6, B7, B8, les 4 les plus intéressantes. Mais on a dans nos congélateurs des souchothèques avec plusieurs centaines de bactéries qui sont toutes en train d'être testées actuellement. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir, d'ici quelques mois, avoir des réponses complètes, puisque là, je vous parle des résultats sur l'hyperaccumulateur, mais il faut qu'on fasse le même travail sur l'espèce non accumulatrice pour finaliser le travail sur ce premier couple. Alors, les perspectives pour ce travail, bien, ça va être bien sûr de finaliser l'interprétation fine des résultats de métagénomique ciblée. Donc, Julie, notre doctorante, travaille à cette tâche-là en ce moment avec beaucoup de persévérance. Poursuivre la sélection et la caractérisation de toutes les bactéries des espèces hyperaccumulatrices, donc présenter pour toutes ces bactéries un tableau complet avec leur capacité à produire des EPS, des biofilms ou de bioaccumuler les métaux. Et puis faire le même travail, c'est-à-dire finir le travail, parce qu'il est commencé bien sûr, sur l'espèce non accumulatrice pour pouvoir comparer les résultats entre ces 2 espèces et expliquer peut-être ces mécanismes adaptatifs au niveau de la plante d'un point de vue microbiologique. Voilà. Pour finir, je tiens à remercier bien sûr d'abord l'ensemble de l'équipe du projet avec laquelle j'ai la chance de travailler, parce que voilà, que ce soit les collègues de l'UNC au sein d'ISEA ou les collègues du Crésica impliqués dans ce projet. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais la science, on le sait, c'est un travail d'équipe. Donc, merci à tous mes collaborateurs et à tous nos doctorants et stagiaires au quotidien. Merci également au Crésica pour son soutien financier qui a permis ce premier travail sur ce premier couple d'espèces, parce que les travaux de métabégénomique ciblée sont des travaux qui sont, je crois, aussi coûteux que longs, et les cultures microbiologiques et la caractérisation, c'est un petit peu moins cher, mais c'est encore plus long. Donc voilà, merci beaucoup, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Valérie pour cette présentation. Donc on va prendre les questions. Je vais regarder déjà dans Teams s'il y en a des qui ont été posées. On va laisser la fenêtre ouverte pour les avoir. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Hop.
Merci Valérie pour cette présentation. J'aurais juste une question. Est-ce que vous avez essayé de comparer ce qu'on peut faire en local, là, notamment via le Malditoff, les spectres qu'on avait obtenus avec pendant ma thèse ou même avant sur les travaux de Mathieu Gonin, notamment sur le genre Erwinia ou sur les bacillus, ou ce qu'on avait pu faire avec Linda sur le genre Paraburkholderia. Et puis nous aussi, on serait intéressés sur le genre Serratia, mais on pourra en reparler après. Merci beaucoup. Alors la réponse est oui, Alex. Quand je parle d'identification, en fait, alors on fait d'abord ici au labo une identification moléculaire par séquençage du gène 16S, première identification, et en parallèle, là, depuis plusieurs mois, on fait l'identification par Malditoff. Et pour certaines bactéries, j'en ai pas parlé, c'est dans mon tableau sur ma dernière slide, mais c'est une ligne que j'ai pas commentée. Pour certaines bactéries, effectivement, on a confirmation par Malditoff du genre qu'on avait pu effectivement mettre en évidence par séquençage moléculaire. Parfois, non. Et parfois, c'est not identified, parce que même dans la base Malditoff, on n'a pas les données. Alors, c'est un résultat, c'est peut-être d'ailleurs très intéressant. Ça, on ne le sait pas encore. Mais oui, on combine les deux. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci Valérie pour cet exposé. Moi, je voulais revenir au thème donc, qui est de dépolluer les eaux. Donc là, on travaille sur les interactions micro-organismes-plantes pour essayer de voir quels micro-organismes pourraient favoriser l'accumulation des métaux. Et comment tu vois la suite, c'est-à-dire comment refaire le lien avec le thème qui est de dépolluer les eaux justement ? Est-ce que justement il y a d'autres projets qui sont en lien, etc. Alors, pour répondre à ta question, le lien qu'on va faire pour la dépollution des eaux, c'est de soit utiliser ces micro-organismes résistants aux métaux, les multimétaux et les 500 ppm de nickel, soit entiers, vivants ou morts, soit désactivés, soit d'utiliser les biomolécules produites. Et c'est pour ça qu'on teste leur capacité à produire des exopolysaccharides, qui sont des très très gros polymères de sucre, ou des biofilms complexes qui présentent la capacité de chélater ces métaux et qui, une fois produits, peuvent être mis en interaction avec des substrats inertes. Et donc, on a testé en parallèle, j'en ai pas parlé ce matin, mais on a testé en parallèle avec notre collègue chimiste Nicolas Lebouvier, qui est un des partenaires de ce projet, par exemple, la fibre de coco, pour commencer, pour simplement avoir un substrat végétal inerte et voir ce qu'on pouvait mettre soit seul, soit maintenant en interaction comme polymère. Là, notre idée, c'est vraiment de finir toute la caractérisation pour être en capacité de dire, voilà, on a fait ce travail de culture, d'isolement, de caractérisation, de résistance aux métaux, d'effet PGP, de capacité à produire des molécules intéressantes, de tester en batch au laboratoire, et ça c'est en cours, les courbes de fixation des métaux, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient en complexe. Et une fois qu'on aura ça, effectivement, on pourra peut-être le coupler avec un substrat inerte. Parce que l'idée de coupler ça avec un substrat inerte, c'est d'avoir finalement un support physique pour mettre nos molécules et pouvoir créer des filtres naturels. Voilà. Et donc, ce qu'on fait au laboratoire, aujourd'hui et ce matin, je parle ici de ce projet que nous menons sur cette comparaison des espèces accumulatrices versus non accumulatrices, qui est historiquement, pour l'info, moi, mon sujet au labo, je crois, depuis que j'ai été recrutée, avec différents angles. Mais on travaille aussi sur d'autres écosystèmes, et notamment sur un projet qui est financé par le CNRT qui s'appelle MEDDEP. On travaille sur les écosystèmes des tannes néo-calédoniennes et on fait une approche aussi comparative de tannes sur lesquelles il y a des plantes qui sont soit vierges de toute contamination, soit contaminées par des éléments traces métalliques via l'érosion. Et notre idée, c'est que dans ces environnements particuliers, en plus des métaux, les plantes qui se développent et les micro-organismes sont également résistants au sel. Et donc, avec cela,
ces autres micro-organismes dont j'ai pas parlé ce matin parce que c'est pas le même financement, le même projet. Mais ce qu'on espère, c'est d'avoir des micro-organismes doublement résistants qu'on pourrait utiliser peut-être à l'interface terre-mer. Je sais pas si je réponds précisément à ta question. C'était ça. Oui. Pas terrible. Pas terrible. Par contre, on a quand même, avec le Fab Lab, on a quand même réussi à travailler, à mettre au point une petite colonne physiquement, à avoir de la fibre de coco, à régler des débits. Ça nous a quand même permis, avec un stage de Master 2 de 6 mois, de dégrossir un peu le travail. Mais je suis pas certaine que ça soit le substrat sur lequel on travaillera in fine. Mais des déchets organiques utilisables, je pense qu'il y en a plein. Mais ça sera le travail d'un autre projet, d'un autre financement et de développement bien en aval. On pourrait utiliser d'autres déchets de la sylviculture. On pourrait utiliser d'autres choses. On avait échangé avec nos collègues à l'époque, Farid qui est ici, ou Michael Meyer, etc., pour utiliser peut-être des calcomagnésiens. Enfin, il y a tout un tas de substances qui sont possibles et envisageables. Pour l'instant, voilà, on a fait un premier test en labo sur la fibre de coco. C'est vrai que j'en ai pas parlé ce matin parce que qu'il faut faire des choix. Une dernière question avant de passer au projet suivant? Non, ok. Merci. Merci Valérie. Je vais appeler Alexandre Bourle, ingénieur au sein du groupe de bactériologie médicale et environnementale à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, à me rejoindre. Il est porteur du projet Arcane, approche intégrée environnementale de l'antibiorésistance via l'analyse des eaux. Il arrive. Oh, je crois qu'on a eu une question... Valérie, je crois que juste qu'on a eu une question dans le Teams pour toi. Est-ce que le rôle limitant du degré d'aromaticité de la MO dans la stabilité des fonctions microbiennes? Désolée. MO pour matière organique. Alors, on n'a pas encore, pour répondre à votre question là dans le TIS, on n'a pas encore regardé cet aspect-là. Mais effectivement, une fois qu'on aura des micro-organismes intéressants, il faudra qu'on descende à ce niveau d'interprétation plus fine. Pour vous donner une idée, par exemple, là, sur les 2 premières espèces hyperaccumulatrices sur lesquelles on travaillait, simplement pour vous donner une idée du travail et du temps que ça peut prendre, on a au départ constitué une souchotex dans tous les compartiments de 248 bactéries, je ne parle pas des champignons, bactéries résistantes aux métaux. Quand on les a passées à 250 ppm, on est tombé à 100. Quand on est passé ensuite à 500 ppm et au mélange multimétal, on est tombé à 34. Et ensuite, quand on a testé les effets PGP, on est tombé à 8. Et puis là-dessus, on s'est dit, mais sur ces 8, il faut quand même qu'on rajoute tel autre genre de bacillus, parce que dans un autre projet, on a eu un résultat intéressant. Donc voilà. Donc on essaye pour l'instant de faire ce travail d'entonnoir. Et une fois qu'on est en bas de l'entonnoir, sur la dizaine de micro-organismes qui nous restent, c'est là qu'on fait les caractérisations fines. Et donc, j'espère pouvoir vous répondre, je ne sais pas quand, mais bientôt.